Comment vous la sentez cette rentrée? Je la sens bien. L'émission s'appelle Tu veux ma photo cette année. Vous avez pris votre photo, elle est juste là d'ailleurs, je crois qu'on voit. Oui, je me souviens plus. Voilà. On a reçu cette femme, vous la connaissez? C'est Ségolène Royal? Oui. Elle a dit qu'elle allait peut-être se présenter en 2022. Oui. Vous voterez pour elle? Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr. Vous n'êtes pas encore arrêté, quoi. C'est un peu tôt pour parler des élections présidentielles. On a eu beaucoup de questions pour vous sur tous les réseaux sociaux. On va faire une interview autour de ces questions-là. On a une première question de Nicolas LTL qui dit « Président un jour ou pas ?» Vous savez, dans la vie, je pense que c'est jamais trop bon de vouloir autre chose que ce que l'on a. Et après, bien sûr, il faut toujours penser à l'avenir, mais c'est bien d'être concentré sur sa tâche. C'est pas forcément président de la République, c'est pas président du PSG, d'un club de foot. Ah oui, président un jour. Quoi. Oui, ça oui. D'ailleurs, je pense qu'en France, il y a des millions de présidents, et donc je serai sans doute président de quelque chose. Oui. Vous êtes le chouchou du président Macron, beaucoup de monde dit ça, c'est vrai? On s'entend très bien, je pense que je ne suis pas la seule personne avec qui il s'entend très bien, mais c'est vrai qu'il y a une complicité, on se comprend à demi-mot, il y a une facilité de raisonnement à deux et c'est extrêmement agréable. Il nous demande, est-ce que vous connaissez le programme scolaire de chaque classe? Je connais la logique d'ensemble, mais je ne connais pas dans le détail chaque programme scolaire. Je pense que d'ailleurs, c'est le cas de personne. Julien Arf nous demande pourquoi à chaque ministre sa réforme. #zéro stabilité. Mon but, c'est d'avoir un ensemble de réformes, il n'y en a pas qu'une seule, qui soit cohérente entre elles. Et donc, ce n'est pas la réforme pour la réforme, c'est tout le contraire même. On a d'abord la réforme de l'école primaire, qui est le sujet absolument fondamental pour que tous les élèves démarrent bien dans la vie, avec les savoirs fondamentaux, et puis aussi avec l'esprit d'équipe, qui est quelque chose qu'on doit cultiver dans notre pays, l'esprit de confiance, et donner confiance en eux-mêmes à tous nos élèves. Ça, si je n'ai qu'un seul objectif, c'est celui-là. Et puis après, mieux personnaliser les parcours, que ce soit dans l'enseignement professionnel, qu'on a profondément réformé. Tout ça, ça compose un tout. Et je pourrais vous énumérer les réformes, elles sont très nombreuses. Donc il n'y a pas une réforme pour le plaisir d'une réforme. Il y a une série de réformes qui font système, parce qu'il y a une philosophie derrière cela, qui est une philosophie de créer plus de liberté, plus de possibilités pour nos élèves, grâce à une éducation de qualité. Donc la stabilité, pour rester plus longtemps pour la stabilité. Pour la stabilité, exactement, et donc ne pas être dans la logique de réforme pour la réforme, donc on n'est pas du tout dans zéro stabilité. C'est le hashtag qui est très marrant, zéro. Quoi. Une autre question qui est intéressante, le nombre de lycéens augmente et les postes de professeurs supprimés. Hashtag explication. Il y a beaucoup d'hashtags. Explication. Non, ça n'est pas forcément exact. D'abord, premièrement, nous avons créé des postes à l'école primaire. Donc, il y a moins d'élèves à l'école primaire. Or, nous avons créé des postes à l'école primaire. C'est une priorité qui est cohérente avec ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis plusieurs décennies, la France avait investi plus dans son enseignement secondaire que dans son enseignement primaire. Ce qui est un choix illogique, parce que on est du coup en dessous de la moyenne des autres pays pour l'enseignement primaire et au-dessus des autres pour l'enseignement secondaire. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que je mets le paquet budgétaire sur l'enseignement primaire, parce que ce qu'on fait pour l'enseignement primaire, c'est évidemment aussi au bénéfice de l'enseignement secondaire. Si un élève arrive en 6e avec des bases fragiles, c'est évidemment un problème, alors que s'il est bien préparé, il va réussir son enseignement secondaire. Mais donc globalement, c'est pareil, il n'y a pas moins de professeurs alors qu'il y a plus d'élèves? Alors, ça dépend de quoi on parle. Encore une fois, si on parle du lycée général et technologique, ça peut être vrai qu'il y ait moins de professeurs en lycée, mais il y a aussi un peu moins d'élèves. Mais surtout, il y a plus d'heures professeurs, puisqu'on fait des heures supplémentaires. Donc le taux d'encadrement n'est pas dégradé. On va faire un petit jeu, le que oui, que non. Vous le connaissez maintenant. Vous répondez que par oui ou que par non à plusieurs propositions que je vais vous donner. Est-ce que vous allez aller chez Hanouna comme Marlène Schiappa cette année? Que oui, que non? Écoutez, a priori que non. D'accord. Est-ce que selon vous, l'équipe de France va être championne du monde de rugby? On ne peut pas commenter, il faut dire que oui, c'est ça? Non, alors que oui, que oui. Est-ce que vous croyez que c'est une vocation d'être professeur? Que oui, que non? Que oui. Un professeur est suffisamment payé aujourd'hui et rémunéré à sa juste valeur selon vous? Que non. Et comment faire alors? Le travail que je suis en train de faire pour d'abord faire quelques premières améliorations. On en a commencé certaines depuis 2 ans. Par exemple, des primes significatives quand on travaille en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Et puis, le dialogue social approfondi que je suis en train d'entamer là, pour avoir une vision sur la durée de ce qu'est être professeur au XXIe siècle. Parce qu'il faut discuter aussi des conditions de travail. Par exemple, quand vous êtes un jeune professeur qui commence dans une région comme l'Île-de-France où le logement est cher, on doit regarder aussi comment on fait de l'aide au logement, comment on accompagne la vie concrète du professeur. Donc c'est une vision d'ensemble sur le bien-être du professeur qui est entamée. Que oui, que non, est-ce que Neymar s'est bien comporté avec le Paris Saint-Germain? Que non. Vous êtes pour le PSG? Alors, c'est une très longue histoire, ça. Pourquoi? Parce que j'ai failli jouer pour le PSG. Non. Si, c'est quand j'étais petit. Ah ouais? Oui, donc vous êtes pour le PSG? En réalité, à cette époque, j'étais pour l'OM. On parle des années 70, là. Quand j'étais enfant,
L'OM avait réalisé le doublé, ça doit être en 73. Et donc c'est l'OM de Carnus, Magnusson, Skoblar. Et j'aimais cette OM-là. Après, c'est aussi le moment où commence réellement le Paris Saint-Germain. Je n'avais rien contre le Paris Saint-Germain. Au contraire, à l'époque, on pouvait très bien être pour l'OM et pour le Paris Saint-Germain. Et c'était mon cas. C'était en même temps footballistique. On m'a proposé de jouer, je crois que j'étais minime à ce moment-là. Mais je n'y suis pas allé parce que c'était à Saint-Germain-en-Laye, c'était trop loin de chez moi. On a Nerd qui nous a posé une question. C'est quoi votre plus grosse bêtise? Vous y avez répondu dans l'émission Au Tableau. On regarde l'extrait. C'était quoi votre plus grosse bêtise à l'école? Quand j'étais en CM2, j'ai fait une bande dessinée pour me moquer d'un camarade. Et toute la bande dessinée, ça devait faire, mettons, 20 pages. C'était que des petites histoires où je me moquais de lui. Ça lui faisait de la peine, évidemment, mais moi, c'était pour rire. Quand on veut faire des choses drôles, c'est pas forcément bien de se moquer, surtout qu'en plus, c'était un très bon ami, donc c'était pas fait méchamment. Mais parfois, rire peut être à double tranchant. C'est un peu du harcèlement de dessiner une BD sur un copain. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Où est-ce que commence le harcèlement scolaire? Comment on peut s'en rendre compte? C'est vraiment une très bonne question, parce qu'en fait, dans une vie d'élève, on peut très souvent être parfois en position de harceleur, parfois en position de harcelé. Je pense qu'une définition qu'on peut avoir du harcèlement, c'est quand il y a quelque chose qui se réalise de façon répétée, et aussi quand ça se réalise a fortiori en groupe. Donc cette double dimension, disons, de massification, de la moquerie, du dénigrement, de la marginalisation, caractérise le harcèlement. Derrière la lutte contre le harcèlement, il y a la lutte pour quelque chose de positif, qui est une société où on se fait confiance. Il y a un numéro, c'est le 3020 si vous êtes harcelé, et puis un site nonharcèlement.education.gouv.fr que vous avez mis en place. Vous allez faire beaucoup de choses pour l'école inclusive. C'est le point principal quasiment de votre rentrée. C'est effectivement un des grands points principaux de la rentrée. Il y a plusieurs choses qui changent de façon très importante en cette rentrée. S'agissant de l'école inclusive, c'est le fait d'abord qu'on recrute plus d'accompagnants pour les élèves handicapés, le fait qu'on a des cellules départementales qui répondent en 24 heures aux parents pour les problèmes qu'ils rencontrent, le fait que les accompagnants ont désormais des contrats de 3 ans alors qu'avant c'était des contrats aidés, le fait aussi qu'on raisonne davantage depuis l'établissement, donc on organise les établissements en pôle, ce qui permet d'avoir tout de suite des accompagnants affectés à l'établissement, et l'établissement ensuite affecte les accompagnants en fonction des problèmes des élèves. Est-ce que ça va permettre d'améliorer le regard aussi sur ces élèves? C'est un aspect fondamental. Vous savez, sur tous ces sujets, il y a toujours un aspect matériel et un aspect immatériel. L'aspect matériel, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'organisation, les moyens, etc. C'est évidemment essentiel. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'immatériel, c'est-à-dire qu'on a dans la tête et dans le cœur. Et donc les changements de mentalité, l'évolution de la société. C'est pour ça que c'est si important de réussir la scolarisation des élèves handicapés, parce que d'abord, il y a un enjeu de solidarité évident, mais en réalité, au-delà de ce qui est fait pour les élèves concernés, qui sont environ 340 000, on fait évoluer les mentalités. Et ça, c'est bon. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un élève trisomique dans ma classe, et c'était la chose la plus naturelle du monde. Et on était amis, on jouait au football ensemble, etc. Et je réalise rétrospectivement que c'était très bon pour lui sans doute d'être dans ces classes, mais c'était aussi très bon pour moi. On a une question de Mathis LST. Les inégalités opaques vont s'accroître parce que les copies vont être corrigées en interne. Les lycées vont proposer des options intéressantes en plus, le droit par exemple. Et donc la sélection à l'université va être compliquée et va être plus facile pour les lycées privés. Qu'il y ait des inégalités, c'est plutôt le fait que nous avons constaté et qui fait qu'on fait une réforme pour arriver à les compenser. Par exemple, on a installé des enseignements de spécialité de façon plus volontariste dans les lycées considérés comme défavorisés. Deuxièmement, les copies en contrôle continu qui comptent pour le contrôle continu ne sont pas corrigées par votre professeur et elles sont anonymisées. Donc on va objectiver ce qu'est le contrôle continu. Et enfin, le fait qu'il y ait du contrôle continu, c'est aussi pour éviter des accidents de parcours et le bachotage de dernière minute. Et donc c'est pour noter de manière plus équitable le parcours de l'élève. Donc c'est au contraire une série de choses qui doivent diminuer les inégalités. Pour terminer l'interview, on va vous proposer un petit jeu. Comme à l'école, je vais vous donner des propositions, il faut les noter. Les insultes du président Jair Bolsonaro envers Madame Macron. Quelle note vous mettez à ça Bolsonaro et la réaction 0. Oui, bah oui. C'est une crise diplomatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est évidemment inacceptable sous l'angle humain comme sous l'angle politique et diplomatique. Maintenant, le Brésil, c'est un grand pays ami. Vous le savez peut-être, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique latine et je sais à quel point nous sommes très proches du Brésil, donc il y a quelque chose de doublement regrettable dans son attitude, mais bon, il faut faire la différence entre un comportement individuel tout à fait extravagant et inacceptable, et puis la réalité beaucoup plus profonde d'une relation France-Brésil qui a vocation à être très bonne. Le G7 à Biarritz, quelle note finale on lui donne?
C'est sur 10, hein, on est C'est sur d'accord. 10, oui. Ah bah moi, je vais être sans... Oh non. Non, 10, D'accord. c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Le G7 ces dernières années était très critiqué parce qu'on estimait que c'était très artificiel, Ouais. qu'on sortait avec des communiqués tout faits qui n'avaient aucune conséquence. Là, il y a eu une véritable utilité pour aller à la racine de crises qui potentiellement sont très graves. On est dans un monde qui est à risque en ce moment. Et avoir pu ainsi faire avancer la possibilité de la résolution d'une crise en Iran, alors que c'est des sujets très difficiles, avoir pu même sensibiliser sur la question amazonienne et lui donner cette dimension internationale indispensable, avoir fait avancer toute une série de sujets qui peuvent être grands, moyens ou petits, et avoir créé aussi cette atmosphère constructive dans un monde où certains conflits s'exacerbent, c'est une vraie performance qu'on ne peut pas sous-estimer. L'idée de nommer Jean-Paul Delevoye comme ministre pour accompagner la réforme des retraites. Allez, je mets 9 pour pas mettre toujours des 10, mais c'est ok. évidemment une bonne idée, mais c'est une idée qui n'est pas encore concrétisée. C'est une idée, c'est vrai. Je vous demande ça parce que Laura nous pose une bonne question. Les stagiaires qui cotisent, c'est pour quand? Qui cotisent pour la retraite? Je faisais des petits boulots quand j'étais étudiant. On avait une feuille de salaire et je me souviens très bien ma mère me disant bah ça sera bon pour ta retraite plus tard. Et quand on a 18 ans ou 20 ans, on trouve ça très abstrait et sans grand réel intérêt. En réalité, je pense qu'évidemment, elle avait raison et que c'est important que dès le début de la vie, ne serait-ce que pour des raisons même psychologiques, on se soit habitué à la fois à la solidarité, parce que c'est un acte de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont actuellement à la retraite, et en même temps, ça permet de se projeter dans l'avenir. Donc, ça ne paraît pas une idée absurde, simplement, il faut faire attention à ce que ça signifie, quoi, puisque quand on est stagiaire, en général, on n'est pas très bien payé, donc il ne faut pas que ça diminue le prix du stage. Les réseaux sociaux et leur utilisation, quelle note on peut leur mettre aujourd'hui? 4. À 4, c'est même pas la moyenne. J'ai expérimenté une de ces polémiques absurdes qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Donc, en résumé, quelqu'un qui s'est mis à mentir de façon anonyme sur Twitter, ça a été pris au sérieux par des dizaines de milliers de gens en quelques heures, et à la fin on s'est mis à raconter n'importe quoi, et bon, heureusement on a pu rétablir la vérité. Mais le mal est fait, et puis surtout ce que ça dit sur un esprit négatif qui se développe, cette possibilité anonymement d'insulter, cette possibilité anonymement de venir toujours cultiver le pessimisme, le harcèlement, le dénigrement d'autrui, tout ça est quand même un petit peu inquiétant. Il n'y a pas d'enseignement à faire à l'école? Si, c'est évident. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Au titre de l'éducation civique et morale, d'une part, mais aussi au titre de l'éducation au numérique. Vous savez, quand on a implanté de nouveaux enseignements numériques au lycée, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi à l'école et au collège, il y a une dimension déontologique, une dimension morale qui fait partie de l'enseignement, bien sûr. Et puis aussi une dimension de protection de l'enfant. Il faut faire en sorte que l'enfant ne soit pas confronté, par exemple, à des images qui lui font du tort quand il est petit. Donc il y a une dimension de protection de l'enfance qui est très importante derrière ce sujet. Une avant-dernière, Madame Macron qui va enseigner à la rentrée, reprendre l'enseignement, une note. Allez, 9 aussi. 9 sur 10. Vous trouvez ça bien? C'est pas un coup de com', franchement. Non, parce que alors, ça dépend ce que vous mettez derrière l'expression, mais c'est un effet entraînant. Bien sûr que de temps en temps, il faut justement que sa notoriété soit au service de bonnes causes. Donc on peut appeler ça de la communication. C'est de la communication utile et qui fait avancer les choses, puisque là, c'est au service d'une cause qui est finalement la réintégration dans la vie professionnelle et sociale de personnes qui sont éloignées du travail aujourd'hui. Donc elle a un talent de professeur, un talent pour transmettre sa passion pour le français, pour la lecture, l'écriture, dont elle va faire bénéficier ces personnes. Et puis surtout, ça va être un exemple entraînant pour que des initiatives de ce type se multiplient. Donc je trouve ça formidable. La taxe internationale pour les multinationales du numérique, vous en pensez quoi? Qui a été décidée pendant le G7? Beaucoup de bien. Une note? Donc bon, les 9, mais en réalité 9,5, voilà. Parce que c'est évidemment une très bonne idée, c'est indispensable. Il n'est pas normal que vous fassiez plusieurs milliards de chiffres d'affaires dans un pays, en l'occurrence la France, et que vous payiez une infime quantité d'impôts. Ça n'est pas normal, c'est un déséquilibre. Une note pour votre relation avec les professeurs, selon vous? Et je vais mettre un chiffre qui porte bonheur. 7. D'accord. À mes yeux, elle est bonne, mais je suis subjectif. Je suis moi-même un professeur. Ma mère était professeure. Et puis j'aime les professeurs et je pense que ça se sent quand je les vois, bien sûr, mais aussi quand je suis dans une salle de classe, etc. Donc je pense que du point de vue de nos valeurs de référence, je suis en osmose avec les professeurs de France. Et d'ailleurs, je me définis souvent comme étant le ministre des professeurs.
Maintenant, il y a toute une série d'éléments qui parfois mettent un écran entre le professeur et entre le ministre et ses professeurs. Et puis vous savez, il est facile de dénigrer le ministre qui est responsable de toutes les difficultés, de tous les maux, même quand les racines sont très largement antérieures à l'exercice de mes responsabilités. Vous leur en voulez pas par rapport aux relations que vous avez eues avec certains professeurs avant les Non, vacances? parce que, attendez, en aucun cas je n'en veux aux professeurs. Il faut se méfier d'un point de vue un peu médiatique. On dit parfois les professeurs. Il y a 1 million de professeurs dans l'institut. Je dis certains. Non, oui, mais lorsqu'on parle, vous faites sans doute référence à ce qui s'est passé en juin-juillet, on parle de 2000 personnes. 2000 personnes sur 200 000 correcteurs, donc 1%, et sur 1 million de professeurs. Donc on ne peut absolument pas dire que ce qui s'est passé, c'est la dégradation de la relation entre le ministre et les professeurs. C'est entre le ministre et certains professeurs. Merci beaucoup, vous avez vraiment utilisé le spectre complet avec le 7. Oui. Là, c'est total. Pour terminer, je vais vous demander de prendre une photo comme d'habitude, on va la remplacer avec l'ancienne. Merci d'être venu nous voir à YouTube. Il y a le flash qui indique que ça marche? Normalement, ça marche, je vais vous le dire. Ah, peut-être qu'il n'y a plus de... Ah, voilà. On aura la vôtre. On va croire que c'est moi, c'est pas grave. C'est la fin de la première interview, alors ça vous a plu? Bon, allez, bonne rentrée à tous, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Mettez-nous une note sur notre nouveau décor pour commencer. On a un nouveau décor, vous avez vu quand même, il est pas mal, hein? Bon allez, bisous.